Depuis 1905, Albert Einstein est un savant universellement reconnu. E égale mc2, sa formule mathématique la plus célèbre, bien que personne ne soit capable de dire ce qui se cache derrière cette équation. Voilà le paradoxe. Einstein est le plus médiatique des savants, loin devant Newton et sa pomme, Pasteur et sa rage, il reste cependant le plus incompris de tous. En 1936, Charlie Chaplin le résume très bien. Lors d'une soirée londonienne, alors que la foule l'acclame en compagnie d'Einstein, il lui chuchote à l'oreille « Ils m'applaudissent parce qu'ils me comprennent et vous parce qu'ils ne vous comprennent pas ». Albert Einstein est né le 14 mars 1879 en Allemagne, à Ulm. Une ville insignifiante dans sa vie puisqu'un an après sa naissance, Hermann et Pauline, ses parents, s'installent à Munich. Les affaires du père imposent cette décision. L'usine électrochimique Einstein va désormais pouvoir prospérer dans cette grande ville de l'Allemagne du Sud. Le destin du fils est tout tracé, il sera ingénieur et reprendra plus tard l'entreprise familiale. En attendant, Albert apprend péniblement à parler, il n'est pas en avance pour son âge. En 1885, Albert a 6 ans quand un événement se produit. Alors qu'il est malade et obligé de garder le lit, un souvenir va le marquer toute sa vie. Hermann, attristé de voir son fils alité, lui offre une boussole pour le consoler. Pour l'enfant, l'objet est magique. Cette aiguille aimantée, direction quelle que soit l'orientation de la boussole, l'impressionne. Un moment inoubliable. Cette révélation, dira-t-il plus tard, va le conduire toute sa vie à chercher un ordre caché derrière l'apparence des phénomènes. Et de tous les phénomènes, il en est un à cette époque, la lumière qui n'a pas livré toute sa part de mystère. Cette lumière recèle en son sein un ordre caché, un incroyable secret qui va bouleverser la physique. Albert va bientôt le découvrir. Mais en cette fin de 19e siècle, la lumière, celle du soleil ou des étoiles, est en apparence comprise par l'ensemble des physiciens, en apparence seulement. Elle est considérée depuis longtemps comme une onde comme les rides que l'on observe à la surface de l'eau, une onde comme le son, un signal périodique qui se propage dans l'air. Pourtant, si nous faisons disparaître l'air pour créer le vide dans cette pièce, le son disparaît, la lumière, elle, continue de se propager. Le son qui est une onde ne se propage pas dans le vide, la lumière si. Un paradoxe avec lequel les physiciens du 19e siècle s'accommodent sans trop de difficultés. Pour que la lumière traverse le vide de l'espace, les physiciens ont recours à un artifice. Ils imaginent qu'il existe une substance immatérielle pour véhiculer la lumière. Ce concept ainsi créé s'appelle l'éther. L'éther assure la propagation de la lumière et lui sert de support dans le vide, exactement comme l'eau supporte les rides qui se propagent dessus. Notre planète le traverse comme un navire l'océan. À cette époque, le principe de l'éther est accepté par la plupart des physiciens. En 1887, 2 Américains, Albert Michelson et Edward Morley, font une expérience destinée à mesurer la vitesse de la lumière dans cet éther. Une expérience fondée sur la loi de composition des vitesses que tout le monde a déjà observée. Par exemple, quand un train avance dans la campagne à la vitesse de 100 km/h. Dans l'un des wagons, je lance une boule sur le plancher à la vitesse de 10 km/h dans le sens de la marche.
La boule avance en réalité à 110 km/h par rapport au sol. Maintenant, je lance la boule toujours à la même vitesse, mais dans le sens inverse du mouvement du train. Cette fois, ma boule n'avance plus qu'à 90 km/h par rapport au sol. En 1887, Michelson et Morley supposent qu'avec la vitesse de la lumière, le même principe s'applique. Et lorsqu'un rayon lumineux est émis depuis la Terre, sa vitesse mesurée doit être différente suivant sa direction. Dans un sens, elle va s'additionner avec le mouvement de la Terre, dans l'autre, elle va se soustraire. Une différence minime mais mesurable pour l'époque. Et surprise à la lecture des résultats, dans les deux directions, la vitesse de la lumière est la même, 300 000 km/s. Les deux physiciens sont médusés. La lumière se joue de la physique, elle ne respecte pas la loi de composition des vitesses. Un train avance dans la montagne italienne. Depuis le départ de Munich, il s'est écoulé 9 heures. C'est un long voyage pour l'époque, mais Albert est un habitué. Il guette avec impatience l'arrivée prochaine du train en gare de Milan. Albert est un garçon studieux, il a passé tout son voyage à étudier une encyclopédie scientifique et un traité de physique, ses uniques distractions. Qu'est-ce que ce garçon de 15 ans fait seul dans le rapide Munich-Milan? À 15 ans, Einstein est un adolescent assez original. Il est lycéen à Munich, dans un établissement où la discipline est militaire quasiment, comme elle l'était dans tous les établissements allemands à cette époque. Il ne supporte pas ça. Il a des dons en mathématiques et en physique. Il se pose des questions qui sont en avance sur son âge et peut-être même en avance sur la formation de ses professeurs. Einstein, lui, il acquiert assez rapidement un niveau, notamment parce qu'il se forme tout seul en lisant les textes des plus grands physiciens de l'époque, notamment dans le domaine de l'électromagnétisme, Maxwell, Hertz et quelques autres. Et donc il a une espèce d'indépendance d'esprit, y compris dans les matières qu'on lui enseigne, qui le rend différent de tous ses camarades. En revanche, dans d'autres disciplines qui l'intéressent moins, les langues anciennes, qu'il rechigne à apprendre par cœur, et quelques autres, il se révèle plutôt un élève médiocre. Ses rapports s'enveniment avec ses professeurs. Lors d'un cours de grec, il s'entend dire « Einstein, vous n'arriverez jamais à rien ». C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il décide de plaquer le gymnasium de Munich pour rejoindre ses parents, établis maintenant à Milan. Pour pouvoir quitter le lycée, il va solliciter l'aide d'un médecin qui lui fait un certificat déclarant que le jeune Einstein est en dépression nerveuse, en neurasthénie. Et c'est ce qui lui permet de quitter sans trop de dommages le lycée de Munich et de rejoindre ses parents, qui sont catastrophés de le voir arriver. Il a interrompu ses études, il n'a pas le bac, il ne peut pas rentrer à l'université alors qu'il prétend vouloir devenir scientifique. En cette fin de 19e siècle, la lumière, toujours elle, joue un tour de plus aux physiciens. Cette fois, le problème se situe à la frontière de deux mondes, celui de la matière et celui du rayonnement qui s'en dégage quand un corps est chauffé. Quand on chauffe un barreau de métal, il se passe la chose suivante. Le barreau de métal commence par émettre de l'énergie, de la lumière, mais cette lumière n'est pas visible à l'œil nu. Elle est ce qu'on appelle dans l'infrarouge. Et puis quand on chauffe progressivement à plus haute température, on commence à voir du rouge, un rouge profond, puis un rouge plus brillant. Ça tourne ensuite au jaune, et puis après ça devient au-delà du rayonnement qu'on peut voir à l'œil nu, ça s'appelle le rayonnement ultraviolet. Les physiciens de cette époque n'arrivaient pas à mettre en équation ce simple phénomène de changement de couleur de la lumière émise par un corps qui est chauffé à haute température. Impossible de trouver la formule mathématique qui explique ce changement de couleur. Un véritable casse-tête que les physiciens appellent l'énigme du corps noir. Qui trouvera la solution? À cet instant, Einstein ne s'en soucie pas. Il musarde dans la campagne italienne et découvre avec bonheur le goût d'une liberté nouvelle.
Albert a retrouvé sa famille à laquelle il vient d'annoncer sa décision de devenir professeur et d'abandonner ses études en Allemagne. Hermann, son père, et sa mère Pauline sont consternés. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent, les affaires du père qui dirige une fabrique d'appareils électriques en Italie périclitent. Hermann voyait en son fils un futur ingénieur susceptible de redresser sa société. Mais les parents ne sont pas au bout de leur surprise. Albert a pris une autre décision. Pour fuir le service militaire, il veut renoncer à la nationalité allemande. L'adolescent est ailleurs dans sa tête. Il sait déjà accaparer les mystères de la physique de l'époque et ses réflexions le transportent encore plus loin. Einstein a un oncle qui a une formation scientifique et qui va aider Einstein à apprendre des choses en matière de physique, par exemple. Il va discuter avec lui. Et Einstein lui écrit une lettre alors qu'il a 16 ans à propos de la question de la propagation de la lumière. Et Einstein se posait la question suivante. Que se passe-t-il si je suis à cheval sur un rayon de lumière? Est-ce qu'un observateur qui va à la vitesse de la lumière est capable de voir de la lumière partir de son propre référentiel? Quand Einstein retrouve ses parents, il n'a donc pas son bac. Il a montré son allergie au système des lycées allemands, ce qui ne veut pas dire qu'il a renoncé à devenir scientifique. Et donc, il va pouvoir se présenter à une école à Zurich qui s'appelle le Polytechnicum, dans laquelle on peut déposer une candidature sans avoir son bac préalablement. Et Einstein se présente une première fois, il est recalé parce qu'il est trop jeune, il n'a pas tout à fait le niveau, mais les examinateurs voient qu'il s'agit de quelqu'un d'exceptionnel et l'incitent à se représenter l'année suivante. Et là, il va passer une année dans un lycée à Aarau pour se former et pouvoir se présenter une deuxième fois avec succès au Polytechnicum. L'entrée du Poly ouvre à Albert les portes du monde scientifique, ce monde triomphant qui a constitué la physique tout au long du XIXe siècle. À cette époque, Lord Kelvin, l'inventeur des degrés, déclare à un parterre de scientifiques: la physique est définitivement constituée avec ses concepts fondamentaux. Il y a bien deux nuages, celui du résultat négatif de l'expérience de Michelson et Morley, ainsi que l'énigme du corps noir. Ils seront rapidement résolus. Lord Kelvin ne se doute pas que les deux nuages vont obscurcir rapidement l'horizon de la physique. Albert Einstein, après avoir changé de nationalité pour fuir le service militaire imposé en Allemagne, intègre le Polytechnicum de Zurich. Dans la promotion de 96, ils ne sont que 5 à se diriger comme lui vers une carrière professorale, 4 garçons et une fille d'origine serbe, Mileva Maric. Elle est très intelligente, très intellectuelle même. Elle est affectée de certains problèmes physiques. Elle boite beaucoup, par exemple, à la suite d'une coxalgie qu'elle a contractée dans son enfance. Les parents d'Albert Einstein voient cette relation d'un très mauvais œil. D'abord parce que c'est une intellectuelle. Ils voyaient plutôt pour Albert une sorte de mère au foyer docile et non pas une femme qui met en action sa pensée. Et avec Einstein, au contraire, ça va très bien se passer parce qu'ils peuvent discuter de sciences, de physique, s'écrivent des lettres d'amour tout à fait passionnées. Et donc il s'agit d'une véritable histoire d'amour. Einstein s'épanouit intellectuellement au Poly. Il dévore avec passion les ouvrages des plus grands physiciens, lit les plus récentes communications ou les comptes rendus des dernières expériences. Ce qui intéressait Einstein, c'était la recherche, c'est-à-dire comment aller plus loin dans la connaissance que nous pouvons avoir de la matière. Et il avait l'impression que l'enseignement était en retard sur les questions qu'il se posait lui et pour lesquelles il voulait trouver des réponses. Donc la question de l'électromagnétisme notamment le fascinait et il a appris cette discipline dans tous ses recoins, dans toutes ses subtilités, en autodidacte. Désormais, il sèche des cours. Albert voudrait mettre en évidence cet éther que la Terre traverse sans encombre. Les expériences se sont multipliées ces dernières années, elles n'ont rien donné. À son tour, il imagine un nouveau dispositif avec le matériel du laboratoire. Le professeur Weber stoppe net sa fièvre expérimentale et finit par lui lancer à la figure: « Vous êtes un brillant sujet, Einstein, mais vous n'avez qu'un défaut, vous n'acceptez pas le moindre avis, pas le moindre avis. » Albert se fiche pas mal de ce que Weber peut lui dire, il est sur une autre planète.
En physique, il dépasse le niveau de son professeur et avec Mileva, il file le plus parfait amour. À la fin des 4 années qu'il passe au Polytechnicum, Einstein obtient son diplôme avec des notes plus qu'honorables. Mileva, en revanche, échoue. Einstein essaie de trouver un poste universitaire, n'y parvient pas, notamment du fait que Weber a écrit des lettres très négatives à son propos, et contrairement à ses camarades, qui étaient parfois moins bien classés que lui, il n'obtient pas ce poste universitaire qu'il désirait pourtant avec une ardeur plus grande que ses collègues. Il voulait faire de la recherche, il avait besoin pour ça d'avoir un poste universitaire, et il n'a rien. Le 14 décembre 1900, Max Planck, grand physicien allemand, apporte la solution à l'énigme du corps noir. C'est une grande victoire. La formule fonctionne, elle décrit parfaitement la lumière qu'émet un corps en fonction de sa température. Mais Planck ne triomphe pas. Il présente son équation comme un acte de désespoir. La formule semble contredire la nature même de la lumière. De là à conclure que la lumière ne se comporte plus comme une onde, il n'y aurait qu'un pas pour Planck. Max Planck ne le franchit pas, il n'y voit qu'une bizarrerie mathématique. « 1901, l'année la plus noire de son existence. Toutes les démarches d'Einstein pour trouver un emploi se soldent par des échecs. Ce qui ne l'empêche pas de retourner à Milan dans sa famille, il a décidé d'annoncer à ses parents son mariage avec Mileva. Pauline Einstein s'y oppose. L'annonce de cette possible union la met hors d'elle. Mileva n'a pas les qualités requises pour épouser Albert. De plus, elle n'est pas de confession juive. Albert doit renoncer à ce mariage. Mileva, qui avait échoué au concours de sortie du Polytechnicum, a redoublé. Elle est enceinte. Et elle part accoucher dans sa famille, très loin d'Einstein, d'une petite fille qui s'appelle Liesl, dont on a perdu la trace. On ne sait pas si elle est morte, si elle a été confiée à l'assistance publique ou si c'est encore une autre hypothèse qu'il faut choisir. Il essaie malgré tout d'avoir une activité de recherche. Il écrit notamment son premier article sur la capillarité, qu'il envoie à la revue Annalen der Physik, la grande revue allemande de l'époque. Et à sa grande joie, son article va être publié. L'effet de capillarité se produit lorsque l'on plonge un tube étroit dans une solution. Le liquide s'élève le long des parois. C'est le même phénomène qui fait monter la sève dans les plantes ou incurve la surface d'une solution dans une éprouvette. Alors, en 1901, Einstein s'intéresse à la capillarité. Alors, la capillarité, c'est le fait que l'eau monte ou un liquide monte. Par exemple, ici, il y a un ménisque, ça veut dire que sur les bords, ça monte. Alors, la question, c'est pourquoi ça monte ? Si ça monte, c'est nécessairement qu'il y ait une force qui tire l'eau vers le haut, parce que sinon, ça ne monterait pas. Bon. Alors, à l'époque, les chimistes refusent l'idée de molécules. C'est une hypothèse, ça n'a pas le droit de citer en science. Einstein, lui, fait quelque chose d'audacieux, selon une certaine tradition en physique. Il considère que là-dedans, il y a des molécules, il admet qu'il y a des trucs, des petites billes, et que ces petites billes peuvent s'attirer par une force centrale. Donc évidemment, si elles sont attirées par le verre, elles vont attirer la voisine, qui va attirer la voisine, qui va attirer la voisine, et évidemment, la force décroît. Mais dire ça s'attire, c'est pas de la science, ça c'est de la poésie. Hein. La science, Galilée l'a écrit, c'est le langage du monde est écrit en mathématiques. Donc il faut calculer. Or Einstein, à ce moment-là, n'a pas de laboratoire. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut faire la physique théorique, ça veut dire précisément calculer. Einstein arrive à trouver une forme, qui est la forme de ce ménisque. Donc il arrive à trouver une loi de la capillarité. Et c'est ça son premier article. Une parution qui n'offre pas plus de travail à Einstein. Il est toujours au chômage.